Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Tonyphone pour aujourd'hui le déballage et la démonstration du nouveau Huawei P20. J'ai testé la semaine dernière le Huawei P20 Lite, où il y a un peu plus d'une semaine, ça a été un gros carton, beaucoup de gens ont apprécié regarder ma vidéo. Apparemment il y a eu peut-être une petite coquille au niveau de la technologie de l'écran. Ce que je voulais dire, c'est bien sûr que sur le P20 Lite, comme sur ce P20, la technologie de l'écran n'est pas de OLED ou de l'AMOLED, mais c'est bien du LCD IPS. Apparemment, il y a eu peut-être eu un petit quiproquo qui peut arriver quand on fait des vidéos où on a pas mal de mots techniques en tête. Donc pour remettre les choses en ordre, le Huawei P20 Lite est bien équipé d'un écran IPS LCD et non d'une technologie AMOLED. Exactement comme le P20, le seul qui aura droit à cette technologie, ce sera le P20 Pro qui lui sera testé ultérieurement sur ma chaîne. Donc voilà, je voulais remettre les choses un peu en ordre parce que sur YouTube, on a bon train de critiquer et de dépasser un peu les simples remarques. Donc je voulais vous le rappeler. Donc aujourd'hui, le Huawei P20, j'ai réceptionné un modèle qui est couleur black. C'est donc un modèle qui d'origine possède 128 Go d'espace de stockage. En RAM, on est à 4 Go, donc il y a pas une course folle côté Huawei pour atteindre les 6 ou 8 Go ou 10 Go de RAM. Le seul qui sera un peu plus puissant, ce sera le P20 Pro, qui lui aura 6 Go de RAM et la possibilité de monter à 256 Go de stockage. Donc là, on se contente de 4 Go de RAM avec 128 Go de stockage et peut-être probablement la possibilité de mettre une carte SD, tout ce qu'on va voir pendant le test. Donc voilà, je le déballe en même temps que vous, je l'ai réceptionné hier. Donc voilà, je vais le découvrir en même temps que vous, mis à part la présentation officielle qui a été faite au Grand Palais à Paris. J'ai pas eu plus d'éléments. Donc on retrouve le packaging classique en fait, hein. Ils ont vraiment repris ce qui se faisait classiquement sur la plupart des produits de la marque. On retrouve toujours la symbolique Leica pour le partenariat avec l'optique photo. Voilà. Donc déjà, on peut constater que comme sur la version P10, le smartphone est d'office fourni avec un protecteur d'écran. C'est un peu à double tranchant dans le sens où sur le P10, l'écran n'avait pas un traitement oléophobique très performant. Du coup, si vous enleviez ce film, il avait tendance à accumuler les traces de doigts, c'était assez insupportable à nettoyer et à l'utilisation classique, c'était un peu embêtant, surtout si vous étiez fan de fast-food, de pizza ou de tacos. L'écran avait vraiment une tendance à accumuler les traces de doigts un peu disgracieuses. Et j'espère que là, ils n'ont pas réitéré ce défaut. Quoi qu'il en soit, il est fourni avec un écran de protection qui peut toujours être bénéfique. Après, moi, je suis pas trop partisan de ce genre de choses parce que j'ai rarement l'occasion de rayer mes écrans en utilisation classique. Ça peut arriver, mais il faut quand même reconnaître que la technologie Gorilla Glass aujourd'hui permet d'éviter une bonne partie des rayures d'utilisation dites classiques. Après, s'il est rangé dans une poche avec des clés ou autre, bien sûr, là, on est dans un cas particulièrement spécifique. Alors, on va pas... Comment on le sort déjà? Comme ceci. Donc, le téléphone, on va le voir après. De toute façon, vous le connaissez déjà plutôt bien. Il a l'air plutôt bien fini. Il est plus lourd, bien plus lourd que le P20 Lite. Pour ce qui est du design, on verra tout ça tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a droit aujourd'hui dans la boîte? Donc le classique petit range documents avec l'extracteur de SIM. Bonne surprise, présence d'une coque souple, d'une petite coque souple qui protégera votre écran et qui à mon sens aura également la faculté d'amoindrir un peu le delta que vous avez entre le haut de l'appareil photo et le bas de la coque. Parce qu'en l'état, à mon avis, c'est un téléphone qui est totalement boiteux, comme l'avait été le P20 Lite lors du test. Il suffit de le poser sur une table pour se rendre compte que si vous amusez à pianoter au bureau, en l'état, c'est pas très agréable, quoi. Parce que le fait que le capteur photo soit complètement décentré sur l'appareil fait qu'il est bancal. Donc est-ce qu'en le mettant là-dedans, on va réussir à gommer? On verra ça après. Néanmoins, c'est fourni avec, c'est assez sympa. Les grandes marques comme Apple et Samsung ne le font pas, donc j'aime toujours le préciser. Vous avez un petit guide de démarrage, un chargeur qui semble assez costaud, et un peu plus gros que ce qui était fait par le passé sur d'autres modèles de la marque. Donc vous avez là le Super Charge, qui n'est plus du coup le Quick Charge qu'il y avait par le passé. Et vous avez un chargeur qui peut monter jusqu'à 4,5 ampères, ou même 5 ampères. Donc ça permet vraiment une recharge rapide. On parle de moins d'une heure ou une heure et quart pour une charge complète.
ce qui est toujours très sympa. Vous avez un câble USB classique, bien sûr, c'est l'USB type C. Chez Huawei, ils ont tendance à mettre un câble assez long, de bonne qualité, assez épais, qui n'aura pas tendance à s'abîmer au niveau des jonctions, ce qui est toujours cool. Et des écouteurs, très classiques, assez inspirés des AirPods Apple, mais qui font un boulot plutôt honorable. Et ici, vous avez bien sûr un adaptateur USB type C vers jack 3.5, parce que comme vous le savez, le Huawei P20 suit un peu la mode de la suppression de la prise jack et vous n'aurez qu'une connexion USB type C sur cet appareil. Alors on aime, on n'aime pas. On va pas rentrer dans le débat, c'est pas le sujet du jour. Après, force est de constater que beaucoup de gens sont un peu déçus quand ils apprennent qu'ils peuvent pas recharger leur téléphone et écouter de la musique en même temps, ce que je peux comprendre. Voilà. Alors, tout ça, on va ranger, on va mettre de côté, ça nous intéresse pas plus que ça. Je vais juste récupérer la coque. On va directement faire le test pour voir si le fait de mettre le bumper fourni avec, enfin la coque fournie avec permet de supprimer un peu le jeu de posage. Ce qui pourrait être une bonne chose, et je pense que c'est ce qui a été, en plus de vouloir faire plaisir aux consommateurs et de vouloir protéger la pièce, je pense qu'il y avait également une volonté de un peu amoindrir ce petit défaut de design s'il en est. Donc voilà. Donc là, vous voyez qu'avec cette coque, vous pouvez écrire, ça amoindrit quand même largement le jeu. C'est pas encore ça, mais je pense que vous pouvez facilement trouver des coques qui gommeront totalement ce petit effet. Là, le dépassement est vraiment léger au niveau du capteur photo. Donc voilà. On va l'enlever pour la réalisation du test. À moins qu'on la laisse, je ne sais pas, on peut le laisser. Alors, premier démarrage. Voilà. Donc, comme je l'ai rappelé, on est sur un écran qui n'est pas une technologie AMOLED ou OLED comme on trouve principalement chez Samsung ou chez LG en moindre mesure. Néanmoins, il y a une fonctionnalité qui est plutôt sympa qui permettra de gommer en fait l'encoche, ou autrement appelé notch, grâce à une bande noire. Et en fait, la technologie IPS aujourd'hui a tellement progressé qu'on peut avoir des contrastes qui dépassent les 2000 pour 1, on est à 2300 ou 2400 pour 1, ce qui permet de générer un noir qui se rapproche relativement du noir du cadre du smartphone, et du coup ça permettra de gommer complètement cette petite encoche. Alors bien sûr on perd du coup de l'affichage, on se dit à quoi bon chercher à gratter des pourcentages d'affichage si c'est pour réduire ensuite l'affichage. Ça ne me demandez pas, ils ont absolument tenu à mettre un bouton à l'avant, on aime, on n'aime pas. Moi je trouve que c'est plutôt cool parce que je suis assez partisan du fait de déverrouiller mon téléphone quand il est sur le bureau en posant mon doigt dessus, de jeter un œil et de le reverrouiller. Ils n'ont pas pris le parti de faire comme sur le P10 et le P9 de mettre le capteur au dos. Après on aime, on n'aime pas. Moi je suis pas forcément pour le capteur d'empreinte au dos. Mais c'est vrai que quand on cherche à faire du borderless et à optimiser au maximum, on aurait pu penser qu'ils allaient mettre ce petit bouton tactile à l'arrière. Quoi qu'il en soit, connaissant Huawei, s'ils avaient pas voulu s'ils avaient mis ce capteur à l'arrière, ils auraient, quoi qu'il en soit, marqué leur marque en bas comme ils le font à l'habitude, et du coup on n'aurait pas eu forcément plus d'espace. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs sur le P20 Lite, qui lui, pour le coup, a le capteur d'empreinte à l'arrière, mais qui a une petite sérigraphie Huawei sur le bas de l'écran, qui rogne finalement l'écran, l'affichage. Alors, on va le configurer comme un nouvel appareil. Tout ça, on s'en cogne. Ignorer. Plus tard. Tac, commencer. Voilà. Donc là, on arrive sur l'interface classique. Je vais juste mettre la luminosité à balle pour que vous voyez un peu à quoi s'en tenir. Le fond d'écran est plutôt cool, hein. C'est un fond d'écran un peu qui joue sur justement l'aspect bokeh très connu et qui avait été principalement mis en place par Huawei à l'époque avec la présence d'un double capteur qui permet de simuler une profondeur de champ à grande ouverture classiquement sur un appareil comme celui-ci. Voilà. Donc on va faire un petit tour dans les paramètres, on va un peu se balader au sein de l'appareil, le présenter rapidement. On va regarder quelles sont ses caractéristiques de base. On va également pouvoir vérifier s'il y a la présence d'un dual SIM, d'une SIM plus une carte SD. Voilà. Donc pour l'interface, on est dans ce qui se fait classiquement chez Huawei. Les widgets, etc. sont très typiques.
Il y a une petite revue de design au niveau des icônes, c'est un peu différent. Alors, on va se balader là-dedans, on va aller directement système. À propos du téléphone, donc je ne sais pas si vous voyez bien, on va le dire ensemble. Donc on est bien sur une version P20, vous avez la version des MUI qui est la 8.1, la version d'Android qui est la 8.1, donc l'évolution d'Android Oreo classique. Vous avez un processeur iSilicon, donc le Kirin 970, qui est le processeur haut de gamme. C'est l'équivalent de la série 800 chez Qualcomm Snapdragon. C'est un processeur qui fait ses preuves, qui est un peu moins performant généralement que dans les benchmarks et dans les tests AnTuTu que la plupart des Snapdragon. Après, j'ai jamais eu de problème de ralentissement ou de lag sur un produit Huawei équipé de cette série. En dessous de ça, vous avez la série 600, les Kirin 600, qui elle équipe plutôt du coup le P8, le P20 Lite, pardon, un smartphone un peu plus entre guillemets low cost. Mémoire RAM, donc on est à 4 Go. Il n'y a pas une course du coup à la montée en puissance comme peut le faire par exemple OnePlus ou ce genre de constructeur, à monter à 6, 8 ou 10 Go de RAM. On reste à 4 Go. Après, il faut savoir que si le software est parfaitement adapté au système hardware, on n'a pas besoin d'avoir une énorme quantité de RAM. C'est ce qui se passe un petit peu chez Apple aujourd'hui, il faut leur laisser ça. Aujourd'hui, les iPhone 10 ou iPhone 8 tourne avec 3 Go de RAM et ça tourne parfaitement bien et largement aussi bien qu'un OnePlus qui tourne avec 8 Go de RAM ou 6 Go de RAM. Pour la mémoire interne de stockage, donc vous avez 128 Go d'origine. Là, au premier démarrage, il n'en reste plus que 115, ce qui est tout à fait honorable pour un smartphone qui est vendu aujourd'hui 549 €, qu'on peut toucher à 499 € avec une offre, donc c'est plutôt sympa. Pour ce qui est de la définition d'écran, on est en 2244 x 1080, donc on est sur une définition Full HD classique, avec un écran 19/9, un petit peu plus large que ce qu'on trouve chez Samsung, mais avec un affichage quand même très sympa. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer principalement, ça va se trouver au niveau de l'affichage. Après, j'ai pas encore navigué dedans, mais je pense qu'on va le trouver ici. Le mode d'affichage, la résolution. Donc là, vous voyez qu'on est en Full HD+, comme je l'ai expliqué avant, 2244 à 1080. Et vous pouvez passer en HD+, simplement, qui sera en 1496 par 720. L'intérêt principal de baisser la résolution de l'écran, c'est de soulager le processeur et du coup de gagner en autonomie. Donc si vous voyez que vous êtes un petit peu short en termes d'autonomie, vous avez le droit, ce qui est une option intéressante, de basculer sur une résolution plus faible, qui à mon sens ne sera pas flagrante. Je pense que si on le fait, il va devoir redémarrer, donc je ne vais pas le faire maintenant, et qui permettra d'économiser un petit peu votre batterie. Vous pouvez également opter pour la résolution intelligente, donc lui choisira de son côté en toute autonomie si on préfère avoir une belle définition dans le cadre de la visualisation de photos ou de jeux vidéo, ou alors être simplement en mode HD quand vous naviguez sur l'écran principal et ce genre d'application classique. Alors, encoche, c'est ici que c'est intéressant. Donc là, vous avez l'encoche classique, l'encoche qui est induite directement par le design et la définition du smartphone. Et si cet affichage vous hérisse un petit peu les poils, vous pouvez passer en encoche masquée. Voilà. Et du coup, là, l'encoche disparaît complètement. Honnêtement, le taux de contraste est tellement élevé pour une technologie IPS LCD qu'on ne remarque même plus l'encoche de design finalement du produit en tant que tel. Donc c'est très sympa. Moi, je trouve que c'est une option qui est assez sympa. Après, on se dit à quoi bon rogner si c'est pour finalement remettre, mais vous perdez quand même pas l'affichage principal, vu qu'on garde les notifications et les affichages des informations, vous voyez, comme tout ce qui est heure et ses pourcentages batterie, reste affiché. C'est pas comme si on avait noirci cette zone et descendu ces informations. Donc il y a toujours le pourcentage d'affichage de l'écran reste le même. C'est juste un petit peu design, quoi, si vous préférez comme ça, ou vous préférez cette encoche. Je pense qu'en mode vidéo et en mode photographie, peut-être qu'il vaudra mieux masquer l'encoche du haut pour avoir un cadrage plus propre. Voilà. Sinon, que dire d'autre au niveau de ce smartphone? Je vais ouvrir le tiroir SIM, je vais enlever le bumper, voir qu'est-ce qu'on nous propose comme solution de communication et d'extension de stockage. Alors, pack, le bumper. Le bumper est assez épais, hein, c'est plutôt cool, surtout qu'il a l'air assez glissant sans ça. Je vais juste récupérer l'extracteur de SIM que j'ai dû mettre par ici. En fait, non, que j'ai pas du tout mis par ici, que j'ai mis où d'ailleurs? Que j'ai perdu. Ah non, il est là. Donc l'extracteur de SIM qu'on va sortir. Voilà. Alors, on va faire ensuite un petit tour de l'appareil au niveau du design, voir quand même ce qu'ils nous ont concocté.
Voilà, donc en fait, il n'y a pas de possibilité d'extension de mémoire. On est vraiment sur la possibilité, par contre, de travailler en dual SIM. Donc vous pouvez mettre votre carte SIM pro et votre carte SIM perso dans le même téléphone. Et ça, c'est toujours un truc intéressant. Donc il n'y a vraiment pas d'extension de mémoire. Vous devrez vous contenter, entre guillemets, des seulement 115 gigaoctets de stockage après le premier démarrage. Alors pour ce qui est du design, le téléphone est plutôt lourd, gage de qualité. Franchement, la prise en main est plutôt sympa. Donc vous avez ce bouton sur le bas qui sera un bouton de navigation, qui fera lecteur d'empreintes, mais qui sera aussi, en tapotant dessus, permettra de faire des retours en arrière. En swipant simplement dessus, vous pourrez passer au mode multitâche, etc. Ça a été introduit par le Huawei au niveau du Huawei P10 à l'époque, et ça avait plutôt conquis l'ensemble de la clientèle, donc ils ont réitéré l'opération sur celui-ci. À l'arrière, vous avez donc le double capteur photo qu'on ne présente plus, qui est fait en partenariat avec Leica. Nouveauté cette année, on a une ouverture qui est à f1.6. Vous voyez, vous avez tout le marquage qui est fait ici, donc on a une ouverture à f1.6 et une focale de 27 mm. Donc l'intérêt d'une ouverture à f1.6, c'est de faire déjà entrer plus de lumière en 1, ce qui est important. Entrer plus de lumière, pourquoi? Pour éviter au smartphone de devoir taper dans les ISO et du coup de bruiter vos photos en basse lumière. Et également, malgré la petitesse du capteur, le fait d'avoir une grande ouverture permet d'extraire plus simplement le sujet du fond de la photo. C'est optique, c'est ce qu'on retrouve sur les appareils classiques quand vous prenez une optique 50 mm f1.8 classiquement faite pour du portrait. La grande ouverture permettra d'extraire le sujet du fond de la photo et du coup de créer un effet bokeh ou une profondeur de champ plus courte sur la photographie. Donc là, c'est dans une moindre mesure, dans le sens où le capteur est tellement petit par rapport à un capteur APS-C ou full frame en photographie que l'effet est moindre. Néanmoins, une ouverture à f1.6 aujourd'hui en photographie smartphone, c'est ce qui se fait de mieux. Peut-être le V30 qui, je crois, est à f1.5, mais à vérifier. Pour la focale, on est sur du 27 mm, donc ça c'est un petit peu la profondeur, la distance de mise au point. Ça équivaut à une vision un peu déformée par rapport à un 50 mm qui lui représente la vision humaine entre guillemets. Voilà, donc vous avez un dual flash LED, là vous avez deux capteurs, je pense que c'est des assistants ou des aides, vous voyez, je ne sais pas si vous les voyez bien. Vous avez deux petits capteurs en dessous qui sont peut-être infrarouges à vérifier. Le capteur photo dépasse sévèrement. Il est un petit peu comme s'il était mal ébasuré, il est un petit peu accrocheur comme ça. Il est dans la même orientation que l'iPhone X, ça c'est un choix ou une copie, on ne sait pas, c'est pas le débat. Quoi qu'il en soit, le téléphone est vraiment agréable en main. Sur le bas, vous avez bien sûr la connectique USB Type C, pas de prise jack du coup, et les deux grilles qui servent de haut-parleur, bien qu'on pense directement qu'il n'y en a qu'un qui soit un haut-parleur et l'autre soit plutôt pour masquer le micro de communication. Sur la tranche, vous aurez le bouton Power. Comme d'habitude, chez Huawei, vous avez toujours un petit liseré rouge ou une coloration spécifique au bouton Power. Ensuite, le bouton Volume plus moins. Sur le dessus, le micro. Vous avez les deux marques d'antenne. Et l'autre côté, vous avez simplement le tiroir de la carte SIM avec une tranche qui est absolument neutre et lisse au toucher. Voilà, donc ouais, en fait c'était indiqué là, de toute façon qu'on pouvait que mettre deux cartes SIM, j'avais pas besoin de faire une vérification plus poussée que ça. Pour ce qui est du téléphone en lui-même, comme je l'ai dit, le poids est relativement important. Il est important, mais il reste dans la zone qualitative, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un surpoids lié à une utilisation de matériaux pas de qualité. Ça fait vraiment type iPhone X, comme je l'ai dit. Donc voilà, l'écran est vraiment du plus bel effet. Là, j'ai mis la luminosité au taquet. Mais c'est vraiment un écran qui en jette. On reste sur une technologie IPS LCD, donc on n'est pas sur un affichage qui est saturé en couleurs et des contrastes ultra profonds. Mais je le rappelle, on dépasse les 2000 pour 1 en point de contraste, ce qui est assez étonnant pour l'affichage IPS LCD, pardon. Voilà. On va faire un petit tour dans l'interface photo. Donc là, vous avez comme classiquement le tutoriel qui est toujours présenté par Huawei, avec la possibilité d'enregistrer le lieu de vos photos, etc. Vous avez un petit effet photo IA, automatiquement le meilleur mode. Donc en fait, la nouveauté principale par rapport au P10, et qui est inspirée du Mate 10 Pro, c'est le fait qu'il y ait de l'intelligence artificielle liée au processeur Kirin 970, qui va analyser votre photographie en temps réel et va permettre de choisir les meilleurs réglages. C'est-à-dire si vous prenez une photographie de votre chat ou d'un dîner, vous auriez un petit icône en bas qui schématiquement reprendra le dessin d'un chat ou d'un plat, d'une assiette, d'un monument.
Et du coup, l'appareil photo va automatiquement aménager les réglages pour sortir le meilleur de la photographie. Voilà. Vous avez un mode portrait, donc là c'est comme d'habitude où vous pouvez régler un mode bokeh, vous pouvez régler le degré d'embellissement, ça les asiatiques sont assez fans, et vous avez également un éclairage 3D qui s'inspire, là aussi il faut le dire, de la technologie produite chez Apple avec l'iPhone 10 et l'iPhone 8 Plus également, qui permet de créer des éclairages particuliers pour se rapprocher d'un effet studio, entre guillemets. Vous avez le mode ouverture qui cette fois-ci n'est plus accessible par un petit bouton classique mais directement en onglet sur le bas. Donc là c'est ce dont je vous parlais avant, ça permet de générer un bokeh qui est purement numérique, de simuler une ouverture qui va de f1.4, non de f0.95 à une ouverture qui est de f16, du coup une profondeur de champ très longue et une mise au point très longue, ce qui permettra de faire une photo nette sur une grande distance. A contrario, si vous vous rapprochez d'une ouverture f1.4, il y aura uniquement le sujet pris en photo qui sera net et le reste sera flou, ce qui est principalement recherché en ce moment, entre guillemets, avec la petite mode des photographies qu'on trouve un peu sur tous les supports numériques aujourd'hui. Vous avez le mode flash bien sûr, vous avez également un mode live qui s'appelle ici image dynamique, qui permet de prendre quelques photos avant, quelques photos après pour animer vos photos en touchant l'écran. Là encore, on est un peu sur le mode live qui est proposé par Apple. Et vous avez la possibilité de jouer sur la couleur, et la colorimétrie de vos photos. Pour la résolution, on est bien sûr en 12 mégapixels pour la partie RGB. Vous avez la possibilité de mettre une grille de composition pour bien gérer vos profondeurs et vos symétries dans les photographies. Le menu reste similaire au modèle précédent. Si vous basculez par contre en mode Pro, là du coup vous pouvez régler tous les réglages. Donc vous pouvez jouer sur la montée en ISO. Plus les ISO seront bas, plus la photo sera sombre, mais du coup moins il y aura de bruit. Donc si vous voulez faire une photo en faible luminosité mais sans bruité, eh bien vous foutez vos ISO à 50 par exemple. Mais alors il faudra prendre un temps de pause plus long qui permettra de faire rentrer plus de lumière, ce qui nécessite également de stabiliser le produit, enfin le téléphone pour le coup. Vous avez également la possibilité d'éclairer un petit peu la scène, le système de mise au point, donc soit un AFC standard qui sera sur un objet fixe, ou alors un AFC continu qui lui soit sur un objet en déplacement, ou alors une mise au point simplement manuelle. Et vous avez également la possibilité de régler les balances de blanc en fonction de l'éclairage de la scène, ce qui est très important pour ne pas tomber dans une photo jaunâtre un peu dégueulasse. Ensuite, vous avez l'onglet Plus, avec différentes fonctionnalités, à savoir les ralentis, les clichés nocturnes, les panoramas, et le monochrome. Donc là, quand on passe sur le monochrome, c'est le second capteur qui est mis à l'honneur, donc le second capteur qu'on connaît aujourd'hui, qui est développé en partenariat avec Leica, qui permet de faire des photos uniquement noir et blanc, dans le sens où il n'y a pas de matrice de Bayer sur cet appareil. Et force est de constater que le capteur monochrome s'en sort systématiquement mieux en termes de contraste et de définition que son voisin en couleur RGB. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité également, vous avez des petits tutoriels, je pense, ou alors des pré-réglages préenregistrés qui vous permettent cette fois-ci, en noir et blanc, de faire un mode normal. Donc là où vous faites une photo classique s'il en est. Un mode ouverture, donc comme on l'a expliqué avant. Un mode portrait qui va jouer, lui, sur l'aspect lissage du visage, création d'un flou de bokeh à l'arrière du portrait pris. Ou également un mode pro, où là, comme je l'ai expliqué avant, vous avez le téléphone qui est entièrement débrayé, vous pourrez faire toutes les photos et tous les réglages que vous souhaitez. Et c'est bien la partie que moi je préfère et que je déteste absolument chez Apple, qui ne permet pas d'accéder à tous ces réglages nativement. Donc voilà, le téléphone me semble très performant. À ce niveau de prix et à ce niveau de performance, on ne peut pas s'attendre à un téléphone qui rame. J'ai jamais été déçu de la marque. Voilà, l'affichage semble très beau, on est en luminosité automatique, mais si on se met à fond, c'est vraiment un bel écran. Il y a tous les réglages classiques, il n'y a pas une grande nouveauté, si ce n'est maintenant la présence de l'encoche et la possibilité, comme je l'ai expliqué avant, de la masquer à volonté, ce qui est pour moi une liberté fondamentale et qui ne coûte pas forcément très cher en développement aux constructeurs. Ils l'ont fait, ils l'ont mis en place, c'est très bien. Je voulais juste encore vous présenter peut-être le fonctionnement de la touche. Alors ça, je ne sais pas si je vais le retrouver rapidement. Peut-être dans... Non, pas peut-être dans... L'empreinte digitale, application, son, stockage,
Assistant intelligent, je ne pense pas que ce soit ça. Allumage, contrôle les mouvements, interface à une main, commande vocale, étui intelligent, mode gant. Peut-être dans accessibilité, non. Donc apparemment, il n'y a pas la possibilité de masquer, mais je pense que ça doit l'être. Je pense que ça doit l'être. C'est obligatoirement une option qu'ils ont reprise de leur ancienne version, le P10. Alors, c'est pas là-dedans. Ça m'étonne que ce soit pas là-dedans. Je l'aurais bien vu là-dedans, dans interface à une main. Non, ça c'est pour simplement réduire l'écran d'un balayage sur la gauche ou sur la droite. Contrôle par les mouvements. Non, pas du tout. Commande vocale, ça on n'en a rien à secouer non plus. Étui intelligent, ça c'est vous achetez l'étui officiel Huawei qui vous permettra d'avoir quelques interactions supplémentaires. Le mode d'économie de la batterie, je trouve pas exactement. Si je tape, qu'est-ce que je tape? Si je tape bouton, alors là j'ai tapé n'importe quoi, pardon. Si je tape bouton, bouton marche arrêt pour accrocher, non. Pouc, bouchon navigation hors écran. Voilà. Donc c'est dans navigation système. Donc là vous avez la possibilité de supprimer le bouton sur le bas et du coup la seule interface fonctionnera grâce au bouton du bas. L'autre possibilité c'est touche de navigation sur l'écran comme on l'avait avant, donc c'est cette petite touche là qui permet de faire certaines choses. Donc si vous touchez vous revenez en arrière, si vous touchez maintenez vous arrivez sur l'écran d'accueil, glissez vers la gauche, etc. Et ou alors vous avez les boutons virtuels qu'on connaît bien. Donc moi j'aimerais bien partir là-dessus. Détail. Donc en fait là ce sera ce bouton qui vous permettra de faire toutes les interactions. Donc vous dégagez déjà le haut de par le design du smartphone et en plus vous pouvez supprimer les boutons sur le bas, ce qui est toujours très sympa je trouve. Donc là si je touche l'écran le bouton qui sert également de capteur d'empreinte, une fois je reviens en arrière. Si je touche et je maintiens, je reviens à l'écran d'accueil. Si je glisse vers la droite ou vers la gauche, j'arrive sur le multitâche. Et si je glisse vers le haut, j'arrive sur l'application Google. Donc ça, moi, je trouve c'est vraiment un truc sympa chez Huawei. C'est ce petit bouton qui est interactif, qui n'est pas cliquable, mais qui me rappelle énormément ce que proposait Meizu à l'époque sur le Meizu MX5 et MX4. Donc voilà pour cette présentation du Huawei P20 qui pour moi est un smartphone très prometteur. Les comptes rendus faits par nos confrères sont assez satisfaisants. La photographie est un petit peu en dessous encore de ce que propose aujourd'hui le HTC U11, qui lui est pour le coup vraiment un smartphone qui permettait d'avoir une définition et un piqué assez impressionnant pour un smartphone. Les scores DxO, j'en tiens pas forcément compte, c'est des tests laboratoires et des tests en extérieur qui sont forcément un petit peu discutables. Je dis pas qu'ils ont tort, je dis pas qu'ils ont raison, mais je dis que c'est simplement une appréhension qui est numérique et faite par des capteurs et des sondes qui peut ne pas représenter forcément ce que ressent l'utilisateur après utilisation de son smartphone. Donc voilà, restez en veille sur ma chaîne parce qu'il y aura probablement l'essai du P20 Pro et également l'essai du XZ2 compact, donc le Sony qui vient d'être commercialisé, qui est aussi très prometteur, qui reprend dans une moindre mesure le design un peu borderless, avec un écran somme toute plus petit et moins encombrant, mais qui a également plein de qualités. Donc voilà, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les poser, et on se revoit très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, c'est en vous abonnant en fait que j'arriverai à accumuler plus de poids pour obtenir des smartphones de près et aller de l'avant dans ma chaîne tout en essayant de répondre à vos questions. Merci à tous de m'avoir suivi et puis on se revoit bientôt.